Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire Grands Espaces, dédié ce soir donc au réchauffement climatique en Arctique. Alors comme d'habitude, on va attendre quelques minutes afin que tout le monde puisse se connecter et puisse nous rejoindre. Donc, je vais juste introduire en quelques mots cette nouvelle conférence. C'est un webinaire un peu spécial que nous vous présentons ce soir, donc dédié à la thématique complexe du réchauffement climatique en Arctique. Avec nous ce soir, Christian Kempf, fondateur de Grands Espaces, qui parcourt l'Arctique depuis maintenant plus de 50 ans. Mais c'est avant tout un scientifique, biologiste et géographe qui a été professeur à l'Université de Strasbourg, mais aussi lauréat du Grand Prix européen de protection de la nature. Il est aujourd'hui l'auteur également de nombreux ouvrages qui font autorité dans le milieu polaire. Également avec nous ce soir, Vincent Lecomte, chef d'expédition sur de nombreux voyages en Arctique avec Grands Espaces, mais aussi docteur et surtout docteur en écologie polaire et professeur à l'Université de Bourgogne en biologie et écologie. Alors, comme vous l'avez peut-être sans doute entendu dans les médias, puisque ça a été annoncé aujourd'hui, le mois d'octobre 2023 aurait été le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Ça a été annoncé aujourd'hui même par le service sur le changement climatique de l'Observatoire européen Copernicus. Et l'année 2023 serait également la plus chaude que la Terre n'ait jamais connue. C'est un jour d'autant plus spécial qu'aujourd'hui se tient le premier sommet international consacré aux pôles et aux glaciers, le One Planet Polar Summit. Donc, pendant 3 jours, jusque vendredi, des chercheurs et des scientifiques d'une quarantaine de nations glaciaires et polaires se retrouvent à Paris pour parler des pôles arctiques et antarctiques, qui sont aujourd'hui, on le sait, des espaces stratégiques majeurs dont l'équilibre de la planète dépend largement aujourd'hui. De notre côté, nous allons nous consacrer aujourd'hui donc à l'Arctique et aux enjeux environnementaux de cette région. Et pour cela, je vais désormais laisser la parole à Christian Kempf qui va donc initier cette conférence. Christian, c'est à vous. Oui, merci beaucoup Laureline et merci pour cette présentation. C'est vrai que depuis des décennies, je suis un ardent militant de la protection de la nature, universitaire, et c'est sous cet angle que dès 1972, je n'avais que 21 ans, mais j'ai organisé avec, à l'époque, les membres du Club de Rome, dont le PDG de Fiat, M. Agnelli, des séminaires sur les ressources que nous avions et sur la fin du pétrole à l'époque déjà. En 1983, en termes de biodiversité, j'ai réintroduit le lynx dans les Vosges après avoir écrit plusieurs livres sur le retour des grands seigneurs de nos forêts. Un peu la cerise sur la pyramide écologique, je dirais, de nos forêts. Et en 1985, par rapport aux pluies acides, j'organisais des colloques internationaux au Conseil de l'Europe, mais aussi j'écrivais le livre « Les forêts meurent aussi ». Tout ça pour vous dire, non pas pour me vanter en quoi que ce soit, mais quand en 1998, j'ai créé Grands Espaces, comprenez bien que la motivation, je dirais, de protection de la nature a été la grande motivation. Cette motivation pour montrer combien ces régions polaires que je connaissais au travers de 16 expéditions scientifiques que j'ai menées, cette région était à la fois belle, mais également d'une immense fragilité. Et c'est pour ça que Grands Espaces a cet aspect environnemental dans son ADN. Contrairement à bien d'autres compagnies qui mettent ça dans leur catalogue de marketing en disant il faut mettre du vert parce que ça se vend mieux, c'est pas du tout ça pour nous autres, Grands Espaces. Malheureusement, et ce soir, donc, on va parler climat, mais malheureusement, le réchauffement du climat n'est pas le seul problème environnemental et je voudrais prendre une quinzaine de minutes pour vous parler, pour vous brosser le cadre, somme toute, dans lequel se trouve ce problème de réchauffement du climat. Car nous avons évidemment des points de climat, mais aussi des points graves de biodiversité, des points graves de pollution, des points graves d'épuisement des ressources. Il y a 4 grands problèmes d'environnement auxquels, je dirais, les jeunes générations vont devoir faire face. Et on va parler de tout cela au travers de divers webinaires. Et le webinaire de ce soir est fait avec l'un de nos spécialistes, donc Vincent Lecomte, qui a déjà été présenté. J'avoue qu'autrefois, il y a encore quelques années, c'était avant le Covid, j'avais l'habitude
Vous savez, quand on organise des croisières, il y a toujours un double entonnoir en termes de conférences. On part du général, par exemple, présentation du pays, présentation de l'histoire du pays, présentation des gens du pays, pour arriver au tunnel où on parle de ce qu'on voit, les ours, les morses, les inuits, les icebergs, bref, etc., pour ensuite élargir de nouveau l'entonnoir sur des thèmes plus généraux. Et c'était mon plaisir et je pensais mon devoir de parler de ces problèmes d'environnement. Mais hélas, ça donnait une touche tellement triste, et je tiens à vous prévenir que je ne vais pas être drôle ce soir, je vais être triste, voire alarmiste, tellement triste à la fin d'un voyage extraordinaire que j'ai tout simplement cessé de parler de ces problèmes d'environnement, puisqu'on en parle somme toute tous les jours lors de ces voyages. Je vous l'ai déjà dit, c'est véritablement dans notre ADN. Alors vous allez dire, la première question que vous aurez, c'est certainement de dire, mais comment cela se fait qu'un organisateur de voyage puisse parler de réchauffement, ose parler de réchauffement climatique? Ben, si vous voulez, pour moi, d'abord, le voyage est totalement indispensable. Essayez d'expliquer à votre jeune enfant que toute la vie, il restera dans son landau, dans son berceau, que si tout va bien, il pourra ouvrir une fenêtre et regarder en face, c'est tout. Non, le voyage, le partage de connaissances, l'exploration, l'aventure, le déplacement, c'est l'homme en tant que tel. Sans cela, on ne voit pas l'autre, on ne découvre pas l'autre. Et le voyage est sous cet angle un vecteur de connaissance, mais au travers de la connaissance aussi un vecteur puissant de protection de l'environnement, car on ne protège que ce que l'on aime et l'on n'aime que ce que l'on connaît. Aussi un vecteur de paix, car en allant vers l'autre, en restant chez soi, cloîtré dans sa maison, on peut avoir tous les avis possibles, mais en rencontrant l'autre, on comprend le monde. Donc, il n'est pas question, absolument pas, aujourd'hui, ce soir, de remettre le voyage en cause. Pas du tout. En revanche, la manière de voyager, ça, oui. À l'instar de la voiture, qui a mis 40 ans, et c'est pas encore fini, pour passer des énergies fossiles à l'électrique. À l'instar de nos habitations, qui sont pour beaucoup des passoires thermiques et qui, un jour, vont devoir être chauffées non plus au fioul, mais à d'autres énergies, on change. Cela ne veut pas dire qu'un jour on restera sédentaire et qu'on aura froid. Non, pas du tout. Ça veut dire simplement qu'on voyagera différemment avec un respect de cet environnement au sens très large du terme et donc aussi du climat. Et d'un autre côté, on s'adaptera avec les énergies que l'on a pour véritablement continuer à vivre grand et beau. Pour Grands Espaces, de manière simple, hein, on n'a pas attendu les dernières campagnes vertes pour, dès le début, prendre de toute manière une mesure qui est très simple, c'est compensation absolue et totale. Quand je vous livre quelques chiffres, quand on prend un vol avion, hein, ce sont 5 000 € qui sont compensés et qui sont amenés aux organismes qui, eux, se rechargent, évidemment, des compensations carbone, que ce soit en plantation, que ce soit en subvention, enfin bon, voilà. Chaque fois qu'on utilise une tonne de fuel, il y a 11%, pour être précis, qui sont payés en plus pour ces compensations. Donc, de toute manière, l'ensemble est compensé, mais c'est mieux encore de ne pas émettre. Et c'est sous cet angle qu'on a essayé, à partir de 2026-27, des projets ambitieux de bateaux, petits, 36 places seulement, et où, j'espère, on émettra moins, et on consommera moins, je dirais, on émettra moins de CO2 que si on restait à la maison. Mais ça, c'est du domaine des projets. Pour le moment, il faut savoir que le temps que tous ces projets soient au point, qu'il y ait l'expérience industrielle, ensuite les constructions de bateaux, seulement en général 6 ou 7 ans. La voiture électrique, les nouvelles habitations, les nouvelles énergies ne sont pas venues en 2 minutes, 2 heures ou 2 ans. Non, ça a mis du temps, mais nous sommes pionniers là aussi dans cette nouvelle énergie. Ainsi, oui, c'est vrai, on aura des nouveaux bateaux. Bref, on en parlera peut-être plus tard. Mais je voudrais, en introduction, non pas voir l'ensemble de nos aspects environnementaux sous le prisme du réchauffement du climat. Parce que, effectivement, dans les aspects de conservation de la nature et qui concernent le réchauffement climatique en Arctique, il y a les itinéraires des bateaux, les vitesses des bateaux. Ensuite, il y a des lieux que l'on fréquente ou qui sont interdits.
Au Galapagos, par exemple, on ne fréquente que 5% des lieux. Au Spitzberg, c'est en général 12-15% des lieux qui sont fréquentés. C'est tout. Quand ils sont fréquentés, il y a des consignes, des guidelines, qu'on dit, qui sont extrêmement importantes. La faune, le tourisme ne la chasse pas. Quand on va en Antarctique, on est aspiré de tous les côtés. Je dirais, on est jusqu'au fin fond de la poche pour pas qu'il y ait une graine de semence qui aille quelque part dans un continent qui est encore vierge en grande partie d'espèces invasives. Alors, j'ai envie de dire, chers amis de l'écologie, ne tirez pas sur l'avant-garde. Indiscutablement, dans les régions polaires, les organismes de voyage, ou du moins certains d'entre eux, et en tout cas nos collaborateurs, développent ce qu'il y a de mieux et de plus avant-gardiste le plus vite possible, tout en gardant néanmoins en tête ce côté contractuel, parce qu'on ne va pas vous vendre des Formule 1 où il faut resserrer les vis à chaque stand. Il faut un voyage qui corresponde à ce que vous avez investi, chers amis passagers. Donc, avec une expérience industrielle, véritablement proposer ce qui est le plus novateur, le plus économe. Et puis enfin, quand même, je voudrais, et je sais que Vincent parlera, vous dire comment replacer les choses à leur juste échelle. Il y a chaque année environ 35 milliards de personnes qui voyagent. Sur ces 35 milliards, 2% seulement, 2% voyagent en croisière. Et sur ces croisières, 0,01% sont en croisière polaire. Et sur ces 0,01%, un tiers seulement en croisière expédition. Alors, oui, on est véritablement, parce qu'on est habité par l'environnement, on a ça dans nos gènes, on est des fantassins d'un nouveau tourisme et qui n'a comme mot et comme leitmotiv qu'un seul mot, c'est respect. Respect de l'autre, respect de l'environnement. Cet environnement, hélas, et ça je voudrais juste en dire quelques mots avant que Vincent ne développe le corps de nos interventions de ce soir, nous avons des défis graves qui s'appellent la biodiversité, la pollution, l'épuisement des ressources et évidemment le climat. Mais il se passe dans un contexte particulièrement délicat que je résumerai, je dirais, en 3 temps. D'abord, nous sommes très nombreux. En 1800, nous étions environ 1 milliard de personnes. Nous serons environ 9 milliards en 2050 et nous consommons de trop. Vous le savez, le Fonds mondial pour la nature, chaque année, en général c'est début août, alerte en disant nous avons déjà dépassé la consommation de ce que la Terre peut nous donner en un an. On travaille sur le fossile déjà. Nous consommons infiniment de trop, nous consommons plusieurs terres à nous tous, communauté mondiale réunie. Premier souci, on est vraiment trop nombreux et on consomme vraiment de trop. Mais comment cela est-il possible? 2 raisons. La première, c'est que de facto, nous acceptons une situation de grande différence. Différence sociale d'abord. En France, il y a des très pauvres et il y a des très riches. Au niveau géographique aussi, il y a des très pauvres et des très riches. Pour nous, il est presque normal qu'un Chinois ou qu'un Africain ou que certains pays gagnent beaucoup moins que nous. C'est grâce à ces différences sociales. Aussi parce que nous pompons, je vous l'ai déjà dit, sur les énergies fossiles. Dans les années 2015-2020, 80% de l'énergie que nous utilisions dans le monde était fossile. Et aussi parce que, ma foi, les impacts de nos activités ont un temps de latence immense. Notre terre est couverte à 70% de mer. La mer, elle encaisse, elle encaisse, elle encaisse. Et on le voit moins bien que sur la Terre. Les régions polaires qui couvrent 11% de la superficie de notre planète, Arctique et Antarctique réunis, également, malheureusement, sont déjà polluées et encaissent, même si on ne s'en rend pas compte. L'atmosphère également. Donc, je voudrais juste ajouter, 3e point, que tous ces problèmes se posent dans un contexte d'un environnement géopolitique où les dictatures ont de plus en plus s'affronter, on le voit en ce moment par rapport aux démocraties, un environnement économique où les grands équilibres économiques du monde changent, avec les BRICS, avec les États-Unis qui perdent d'importance par rapport à la Chine, avec une explosion démographique dans un certain nombre de pays qui prendront de plus en plus d'importance, l'Inde, la Chine, et cela dans un contexte de récession. Or, l'histoire nous montre malheureusement que chaque fois que l'humanité est confrontée à une nouvelle vision du monde, on a automatiquement les groupes sociaux qui se crispent pour défendre leurs intérêts, que la violence vient et que les conflits viennent. Ouais, je ne suis pas très optimiste. Les problèmes de biodiversité sont là. Je vous l'ai dit, 71% de notre terre, de notre planète, c'est de la terre. Et cette terre, il y a 15% de désert, 11% de régions polaires, 20% de montagnes. Il n'y a que 55% de la surface des terres émergées qui puissent nous nourrir.
Et là, il y a le triangle du rendement. D'un côté, il y a les superficies de terre disponibles, d'un autre côté, il y a le nombre d'hommes à nourrir, et au milieu, les rendements. Selon tous les organismes internationaux spécialisés, je pense notamment à la FAO, il y a peut-être on peut avoir 20 à 30% de rendement en plus, mais pas plus. Or, c'était l'an dernier, sur 194 pays, 80 étaient déjà en crise alimentaire. Nous sommes, nous autres Français, nous autres Européens, terriblement heureux ici. Mais il faut savoir que dans le monde, il y a une crise de rendement. Nous sommes nombreux, nous consommons de trop dans un monde limité. Le capital terre est en train de disparaître. Nous n'arrêtons pas de bétonner, nous n'arrêtons pas de bitumer. Nous faisons, alors que les centres villages se dépeuplent, nous faisons des lotissements, nous faisons des zones industrielles. Mais c'est un crime, chers amis. Si nous continuons au rythme actuel, dans 140 ans, toute la France sera bétonnée. Il n'y aura plus une feuille d'arbre, il n'y aura plus un brin d'herbe. Il faudra arrêter tôt ou tard. Ça, c'est un problème grave de biodiversité. L'Union internationale pour la conservation de la nature, en 1973, avait déjà 39% des espèces qui étaient jugées menacées ou en voie de disparition. Elles sont 70% aujourd'hui. Allez, je prendrai deux exemples que nous aimons bien. Hélas, toutes les 15 minutes, il y a un éléphant qui meurt, tué par la chasse ou braconné. Et tous les jours, il y a 3,2 ours qui sont tués, ours blancs qui sont tués. Oui, la chasse est le problème de base pour l'ours blanc. Ces problèmes sont gravissimes en termes de biodiversité, ils sont aussi en termes de pollution et malheureusement les régions polaires sont concernées. Pourquoi? Parce que nous avons la pollution lourde, celle qui nous concerne nous autres, à Paris, à Lyon ou ailleurs, celle qui nous empêche, somme toute, de bien respirer et qui nous fait limiter nos vitesses. En revanche, il y a la pollution très volatile, légère, que ce soit des radioéléments, que ce soit des organophosphoriques chlorés ou des métaux lourds, qui sont en fait très volatiles et qui sont pris en charge par les courants de jet, amenés par le vortex polaire au niveau des régions polaires. Et quel est le résultat? Le résultat, c'est que les femmes de Thulé au Groenland ou les femmes du Nunavut, on leur recommande de ne pas nourrir les enfants avec leur lait maternel. Ça ne veut pas dire que quand on vous emmène 10 jours, 20 jours là-haut, vous allez être pollué. Non, non. Mais quand on vit 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans dans ces régions, oui, là, on est pollué. Et ces régions, malheureusement, les régions polaires sont terriblement polluées. Il y a déjà des effets parce que cette action de la pollution, notamment, c'est sur l'augmentation des cancers, le dérèglement thyroïdial, l'impact sur les systèmes immunitaires, la stérilité, les dérèglements cellulaires, évidemment, avec le cancer. Et cela amène véritablement des problèmes graves au niveau de la faune, on le voit. 11% des ours du Spitzberg ou du Svalbard sont stériles et ça va jusqu'à 48% dans certaines populations d'ours du Grand Nord canadien. L'Organisation mondiale de la santé attribue évidemment l'augmentation des cas de cancer qui est de l'ordre de 6,3% par an à ces problèmes de pollution. Chaque année, le même OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit qu'il y a environ 70 millions de personnes, c'est-à-dire un pays comme la France, qui meurent à cause des pollutions. Et puis, par ailleurs, il n'y a pas que la pollution, mais il y a la pollution atmosphérique, c'est la pollution des eaux. Toutes les 4 secondes dans le monde, il y a une personne qui meurt parce qu'elle n'a pas d'accès à l'eau ou parce que l'eau est polluée. Enfin, je terminerai par les ressources, avant de donner la parole à Vincent. Avec les énergies fossiles, on se rend bien compte qu'il y a 5 ans, depuis 5 ans, le prix de l'essence a doublé. Hein. Les métaux lourds, le zinc, le plomb, tout est de plus en plus rare sur notre monde. L'eau qui est un bien essentiel, 60% des réserves mondiales d'eau sont détenues seulement par 10 pays, dont les États-Unis, le Canada, le Groenland et la France. Et pourtant, en France, on a aussi déjà des périodes de stress hydrique. Oui, c'est le cas aussi des forêts qui disparaissent, même si en France, elles ont remonté. Entre 1919 et 2019, la superficie a quasiment doublé. En revanche, en Amérique du Sud, en Afrique, même parfois, elle diminue. La mer aussi, qui est surexploitée. Je ne veux pas vous accumuler trop de chiffres. On va parler surtout du réchauffement du climat. Mais auparavant, vous dire 2 choses pour introduire ce dont Vincent va vous parler. Vincent vous dira certainement aussi, vous parlerez des grands cycles de Wilson et Milankovitch. Le nombre de fois, quand je parle de réchauffement du climat, que j'entends dire, oui, mais de toute manière, ça va refroidir un jour. Oui. Quand on parle des cycles de Wilson, c'est de l'ordre pratiquement du million d'années. Un peu moins, mais presque. Quand on parle des cycles du Milankovitch, c'est de l'ordre des 100 000 ans.
Nous, notre problème, il est aujourd'hui, il est demain. C'est pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est pas pour nos avenirs dans 100 000 ans. Et c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Parce que oui, c'est grâce à nous, ou à cause de nous, que jamais le climat de la Terre ne s'est réchauffé aussi vite et aussi fort. Et puis alors, évidemment, parce que j'ai géographe de formation, même si j'en suis enseigné et je fais de la recherche en écologie animale, j'ai fait mes certificats de météorologie et de climatologie, et j'en garde toujours, je regarde mon professeur de climatologie, ce qu'il me disait en tête en disant « Oh, occupe-toi de climat, c'est plus sûr que de météo ». Qu'est-ce que ça veut dire? La météorologie est une science extrêmement précise. Chaque seconde, nous avons 3 milliards de données qui sont gérées par des ordinateurs super puissants, il y en a 5 au monde, il y en a un en France, à Météo France, et qui analysent ces données qui permettent d'avoir une vue sur 24 heures. Très bonne. Sur 48 heures, 72 heures. Bon, la semaine, si tout va bien, mais 15 jours, on n'en sait rien. Ensuite, il y en a toujours qui prédisent, parce que c'est plus de la prévision, ça, c'est de la prédiction. L'été sera chaud, l'été sera froid, l'hiver sera ceci, non, ça, vous oubliez. On sait faire sur 24, 72 heures, éventuellement une semaine. Voilà. Mais, malgré la précision des données, malgré la puissance, l'intelligence des logiciels, la puissance des ordinateurs, ça reste un point d'interrogation. Nous prévoyons, et c'est déjà fabuleux de pouvoir prévoir. La climatologie, ce dont on va parler maintenant, c'est pile l'inverse. On se retourne et on fait le bilan. Et quand on dit que c'est l'année la plus chaude, quand on dit que le climat se réchauffe, ben, mesdames et messieurs, ça ne se discute pas. Parce qu'en termes de climatologie, le pas de temps, c'est pas 2 secondes, ou c'est même pas 24 heures ou 48 heures, c'est 30 ans. Quand les 3750 experts du GIEC vous disent que le climat se réchauffe, c'est toute une démarche scientifique, avec une hypothèse, que l'on confirme, que l'on fait vérifier, que l'on publie. On se fait vérifier avant la publication. Il y a des comités internationaux. C'est une démarche scientifique lourde, profonde, sérieuse. Ce ne sont pas des avis de journalistes qui cherchent un gars perdu et que louper le train en marche. Je pense en particulier au ministre Allègre, contre qui j'ai beaucoup combattu il y a 20 ans. Il a dit des bêtises qui nous ont mis en recul. Comme aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, malheureusement, 30% des réseaux sociaux sont inondés par les bêtises de climato-sceptiques. Non, on est en face de problèmes graves, gravissimes. Je n'évoquais que quelques-uns et ce soir, c'est Vincent qui va nous développer le réchauffement du climat. Et Vincent, je te laisse parler, j'ai déjà été assez long et cassé le moral de trop de gens peut-être. Merci, merci Christian, merci Laureline, et merci à toutes et à tous d'être là ce soir pour une petite conférence que je vais vous présenter sur le réchauffement climatique. Alors, comment être bref sur un sujet aussi vaste? J'ai choisi de vous faire partager mon point de vue de scientifique, mais également sous l'angle de la passion. Quand j'enseigne le réchauffement climatique, c'est-à-dire le changement global, à mes étudiants de master, c'est certes extrêmement déprimant, mais cela devient passionnant lorsqu'on comprend les mécanismes qui sont en jeu et les paradoxes qu'ils soulèvent. Donc, j'ai vraiment envie de vous faire partager mon intérêt pour cette discipline au travers d'une présentation qui va vraiment sonder les mécanismes du réchauffement climatique en Arctique et dans le monde. L'idée étant qu'à la fin de cette conférence, vous ayez un intérêt accru pour cet enjeu qui est l'enjeu majeur du siècle en cours. Alors, ma conférence s'intitule « Les changements globaux et tendances récentes » et je voudrais commencer par une anecdote personnelle. J'ai eu l'occasion de travailler avec un chercheur du CIRAD qui est actuellement en Amazonie pour des études sur le sol. Je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours et simplement je lui ai demandé comment ça avance tes travaux. Et il m'a dit ça n'avance pas. Alors je lui ai demandé mais pourquoi? En fait, ça n'avance pas parce que mon bateau n'avance pas. En effet, actuellement en Amazonie, il y a des sécheresses qui sont extrêmes, inédites dans l'histoire humaine. On le voit au travers de ces images. Et cela devient intéressant au sens où ce qui avait été prédit il y a déjà 2 siècles se réalise sous nos yeux. En somme, le système physique de la planète Terre est un laboratoire naturel où l'on voit se réaliser des expériences naturelles, c'est-à-dire la réalisation du réchauffement climatique. Actuellement, en Amazonie, la situation est dramatique. Ce n'est pas un événement rare qui est vécu par les peuples
d'Amazonie, c'est un événement unique. De mémoire humaine, il n'y a jamais eu d'affluents de l'Amazone qui sont à sec. C'est choquant, mais en fait, ça n'allait pas pour le scientifique, puisque c'était prévisible. Le climat, en effet, se réchauffe, et en effet, l'eau vient à manquer, y compris dans des endroits où on ne pensait pas qu'elle puisse manquer un jour, tel dans le bassin de l'Amazone. Alors, si vous êtes prêts pour ce voyage dans le monde du changement global, je vais structurer la présentation ainsi. Nous allons, dans un premier temps, présenter le cadre de pensée scientifique des changements globaux. Comment les scientifiques procèdent pour étudier, pour attester de ces changements mondiaux. Sur quelles mesures s'appuie-t-il? Quel est le modèle explicatif du réchauffement? Vous en avez entendu parler, l'effet de serre, mais je voudrais vous dire d'où viennent ces modèles et vous verrez qu'il y a des petites surprises sur le plan historique. Et enfin, quelles sont les tendances et les projections récentes que nous pouvons faire? Et bien sûr, nous terminerons sur une note positive, car oui, il y a des choses à faire. Et vous-même, en tant que citoyen, en tant qu'individu, vous pouvez faire des actions concrètes que vous ignorez peut-être, et j'espère vous les faire découvrir. Voilà, si tout le monde est prêt pour ce voyage, je vais exposer le principe même de la démarche scientifique. Ceci pour combattre le climato-scepticisme. Et j'espère vous donner des billes pour pouvoir répondre, dialoguer avec des personnes qui seraient réfractaires à l'idée même du réchauffement climatique. Donc, quel est le contexte? Quelle est la structure de la démarche scientifique? Elle est très simple. Elle se base d'abord sur des mesures, sur des observations, ce que je vais appeler le réel. De ces observations, elle construit des modèles explicatifs, et de ces modèles explicatifs, des mathématiques si vous préférez, la science fait des prédictions qui peuvent être hypothétiques. Bon, alors pour être plus clair, car je vois que vous êtes déjà perdu, je vais prendre un exemple simple. Une pomme. Tout le monde voit une pomme. Vous observez une pomme. C'est le réel. Vous observez la chute de cette pomme. C'est à nouveau le réel. Vous observez le mouvement de la pomme, la parabole qu'elle fait lorsque vous la lancez. Et puis, le modèle explicatif, c'est Newton, les lois du mouvement, les lois de la mécanique. Et à partir de ce modèle explicatif, eh bien, on peut faire des prévisions. Si les prévisions sont bonnes, le modèle est bon. Par exemple, nous sommes en mesure de prédire, au vu des observations des pommes qui tombent, des planètes, au vu du modèle explicatif, les lois du mouvement, je peux vous annoncer que, avec une très bonne probabilité, le 3 septembre 2081, à 7h26 et 49 secondes, aura lieu au large de la Bretagne la prochaine éclipse solaire totale en France. Voilà, vous pouvez réserver vos places auprès de la direction commerciale. Certainement qu'il y aura des croisières, donc le 3 septembre 2081 pour cette éclipse. On peut prévoir les éclipses parce que les modèles sont bons, parce que les observations sont bonnes. Qu'en est-il pour le climat? C'est rigoureusement la même démarche. Cette démarche, elle s'appelle la démarche hypothético-déductive. C'est un nom un peu barbare, mais qui décrit le cadre de pensée, le cadre de fonctionnement du scientifique contemporain. Alors, pour le climat, eh bien, les mesures, elles sont simples. Mesures de température, mesures de montée des eaux, mais je voudrais y revenir justement pour vous faire comprendre en quoi ces mesures ne sont pas contestables. Le modèle explicatif, vous le connaissez sous le nom d'effet de serre. Nous préférerons parler de forçage radiatif, c'est-à-dire d'un effet de serre supplémentaire lié à l'activité humaine. Et les prédictions, c'est ce que vous lisez peut-être dans les médias sous la forme de projections ou de scénarios climatiques. Ce sont les termes également repris par le GIEC. Voilà, donc je résume, nous allons parler des mesures, du modèle, des prédictions. Et si vous n'avez jamais rien compris au réchauffement climatique, mon but est qu'à l'issue de cette petite causerie, vous ayez une vision plus claire, plus critique et analytique des phénomènes qui, effectivement, nous ont conduit à avoir le mois d'octobre 2023 le plus chaud de tous les mois d'octobre depuis 125 000 ans, pour être précis. Actuellement, les mesures, les observations sont nombreuses, attestées, corroborées. Le modèle explicatif, celui du forçage radiatif, l'effet de serre si vous préférez, il est corroboré, il est très solide et les prédictions sont également, de manière surprenante, assez robustes. Les projections et scénarios climatiques qui ont été faits dans le passé sont avérés remarquablement prédictifs. Voilà où on en est. On en est dans une théorie qui fonctionne bien, même si bien sûr des aspects sont critiquables et irréfutables comme dans tout modèle scientifique.
Voilà, est-ce que vous êtes prêts pour l'observation, pour la mesure de la Terre qui chauffe, de l'eau qui monte? Alors, voilà, imaginez vous êtes scientifique ou bien climato-sceptique et vous doutez de la montée des eaux. Eh bien, c'est très simple, vous allez mesurer cette montée des eaux, vous allez l'observer. Et cela est fait par des appareils rudimentaires, c'est tout simple. Il existe depuis le début du 19e des marégraphes où on va mettre dans l'eau un flotteur, comme ici à Saint-Malo, et ce flotteur va varier en fonction du niveau de l'eau, et cette variation peut être enregistrée sur un tambour, comme pour la mesure d'un tremblement de terre, par exemple. Et puis, à la fin de l'année, on fait une moyenne, et on en déduit une hauteur moyenne de l'eau à un point donné de la Terre. C'est relativement simple. À l'échelle mondiale, il existe actuellement plusieurs milliers de marégraphes dans le monde et plusieurs milliards de mesures du niveau des eaux. Et effectivement, oui, l'eau monte. Voici une courbe qui vous montre en axe horizontal le temps, en axe vertical le niveau moyen de l'eau par rapport à un niveau de référence. C'est une source fiable. Il s'agit des mesures nord-américaines faites par le National and Oceanic Atmospheric Administration. Pour faire simple, vous pouvez retenir que l'eau a monté de 20 cm depuis 1880. C'est une mesure. Ce n'est pas un modèle, ce n'est pas une prédiction, ce n'est pas fumeux, c'est le réel. Et depuis 30 ans, depuis 1993, l'eau des océans a monté de 10 cm. 10 cm et 12 mm, pour être très précis. Voilà. Deuxième observation, les scientifiques se sont rendus compte, grâce à ces mesures, que l'accélération de la montée des eaux est attestée. Depuis 1993 en particulier, la montée des eaux est plus rapide qu'auparavant. Voilà. Actuellement, le rythme est relativement soutenu puisque nous avons un rythme d'environ 4 mm par an à l'échelle mondiale avec des variations. Par exemple, dans certains États du Pacifique, on a localement des taux de 10 mm par an, ce qui est relativement élevé. 1 cm par an, ça n'est pas rien. Alors évidemment, toute mesure doit être corroborée. Le climato-sceptique va expliquer que les marégraphes se trompent, que ce sont des fluctuations hasardeuses, qu'il y a des erreurs de mesure. Depuis 1993, on dispose d'un autre outil de mesure de la hauteur d'eau, qui est tout simplement l'outil satellitaire. On envoie un signal, celui-ci revient, et vous en déduisez une distance, donc un relief. L'océan est en relief. À partir de ces mesures, une courbe a été établie, et elle corrobore de manière flagrante les mesures faites par les marégraphes. Ici en noir, vous avez la courbe issue des mesures satellitaires. Elle se superpose parfaitement à la courbe issue des nombreux marégraphes dans le monde. Voilà, pour être clair, l'eau monte. Je vais vous montrer une carte d'Europe. Je pense que cela vous intéresse. Est-ce que ça monte? Est-ce que ça descend? Car il y a des variations globales à l'échelle terrestre, bien sûr. En rouge, l'eau monte. En bleu, l'eau baisse. Voilà. Donc, c'est globalement rouge. Effectivement, ça monte. Ça monte très fort en mer Baltique, par exemple. Ça descend un petit peu. Ce sont des mesures, ce ne sont pas des modèles. Ce sont les taux d'augmentation du niveau de l'eau actuelle de la mer. Et effectivement, autour de la crête, il y a un petit point bleu. L'eau baisse. Il y a des variations du relief. Mais globalement, vous voyez qu'effectivement, l'eau monte à l'échelle nord-atlantique et méditerranéenne. Donc oui, la mer monte. Non, ce ne sont pas des spéculations ni des modèles, ce sont des faits scientifiques, des observations, et nous parlerons plus tard des projections, c'est-à-dire des modèles. Oui, la mer monte, et l'État du Vanuatu en était conscient depuis de longue date, à tel point qu'ils ont organisé un conseil des ministres sous-marin, symbolique bien sûr, pour faire prendre conscience que effectivement des îles vont disparaître. Et c'est effectivement une prédiction que l'on peut formuler. Personnellement, je serais tout à fait favorable à ce qu'il y ait des conseils de ministres sous l'eau, dans des eaux chaudes, avec des requins à proximité. Je pense que les mesures seraient prises avec plus de rapidité. Ça serait sans doute plus efficace, mais on en reparlera. Une question que vous avez sans doute entendue, et que vous vous posez peut-être, est-ce que des îles vont disparaître? Est-ce que cela ne va concerner que quelques rivages? En fait, vous ne le savez peut-être pas, mais 5 îles ont déjà disparu. C'est à nouveau de l'ordre de l'observation. L'article date de 2016 et les scientifiques se sont intéressés à des îles
inhabitées hein, de l'archipel des îles Salomon. Et dans ces îles, ils ont pu suivre au cours du temps, grâce à des photos aériennes qui ont été prises depuis 1947, ils ont pu suivre l'évolution du trait des côtes. Donc j'ai pris l'exemple de cette île. En bleu, ce sont les rivages en 1947. En rouge, les rivages en 2014. Et il y a manifestement une réduction de la taille de l'île en lien avec la montée des eaux. Concernant l'île suivante, l'île qui va s'afficher, l'île de Keil, toujours dans les Salomon, eh bien, en bleu, la ligne bleue désigne le contour en 1947, la ligne verte, le contour en 1962, tout ceci à partir d'images, de photos, hein. Et en jaune, le contour en 2002, il restait encore un petit peu de forêt, de mangrove. En 2011, le contour, et en 2014, en rouge, ben, il n'y a plus rien, parce que l'île, elle est effectivement sous l'eau. C'est lié à la montée des eaux et au renforcement des systèmes érosifs, qui sont eux-mêmes une conséquence du réchauffement climatique. Donc oui, 5 îles ont déjà disparu et cela risque de se produire par la suite au cours du siècle. Alors, la question est, ok, nous avons les observations, la mer monte, les îles ont déjà disparu, mais pourquoi? Plusieurs théories peuvent être invoquées. Si vous êtes platiste, vous savez que la Terre est plate, et si la Terre penche d'un côté, de l'eau s'accumule, et en fait, bon, ça peut être une explication. Si vous n'êtes pas platiste, ce que j'espère, c'est-à-dire si vous pensez que la Terre est sphérique, on sait aujourd'hui que la montée des eaux est liée à 2 facteurs. Et là, il y a une petite surprise qui vous attend. Vous allez certainement me répondre que si les eaux montent, c'est parce que la glace fond. Vous n'aurez pas tort. La glace des calottes polaires du Groenland, de l'Antarctique, du Svalbard fond, c'est certain. Les glaciers reculent. Mais ce n'est pas le principal facteur qui fait monter les eaux. Si vous faites chauffer des eaux, si vous faites chauffer un bocal plein d'eau, eh bien, celui-ci, l'eau va prendre plus d'espace. C'est ce qu'on appelle la dilatation thermique. C'est physico-chimique, hein, tout simplement. Eh bien, à l'échelle mondiale, on sait aujourd'hui que le premier facteur de montée des eaux, c'est cette dilatation thermique, cette expansion thermique qui fait qu'une eau chaude prend plus de place. Pour être précis, sur ces mesures datant des années 2010, l'expansion thermique est responsable de environ 1 millimètre du taux de montée des eaux quand la fonte des glaces, par exemple de l'ensemble des glaciers terrestres, est responsable de 0,86 mm. Je ne vais pas rentrer dans les détails des chiffres, simplement retenez cette idée que plus le climat se réchauffe, plus l'eau prend de place et plus l'eau monte. C'est un cercle vicieux. Voilà pour la montée des eaux. Vous trouverez dans le support que j'aurai plaisir à partager des courbes qui attestent de ces phénomènes. Passons à la température. Vous le savez, la température monte, mais nous allons un petit peu décortiquer ce problème si vous le permettez. Alors, il existe des mesures de l'élévation de température à l'échelle mondiale. Elles sont issues de très nombreux observatoires météorologiques. Et ici, nous avons superposé des mesures effectuées depuis 1880 dans 5 centres météorologiques distincts qui utilisent des appareils distincts, et les 5 courbes d'élévation de température sont tout à fait corrélées. Donc, il n'est plus contestable aujourd'hui de dire que la température ne monte pas. C'est une observation, c'est du réel. Dans le 6e rapport d'évaluation du GIEC, que vous pouvez consulter, il est tout à fait accessible en ligne. Il y a une version simplifiée de 36 pages pour le grand public et également pour les décideurs. Eh bien, des conclusions ont été apportées. Elles sont assez frappantes. Chacune des 4 dernières décennies a été la décennie la plus chaude sans précédent depuis 1850. La température de surface terrestre moyenne globale a augmenté plus vite depuis 1970 que sur n'importe quelle période de 50 ans sur les dernières 2000 années. Le niveau mondial des mers s'est élevé plus vite depuis 1900 que jamais sur aucun siècle précédent depuis les 3000 dernières années. Tout ceci relevant de la mesure à nouveau et pas des modèles. Et enfin, les aires climatiques des espèces ont dévié vers les pôles dans les 2 hémisphères, et les saisons de croissance de la végétation ont en moyenne été allongées d'1 jour ou 2 par décennie puisqu'il fait plus chaud. En Arctique, la situation est particulièrement inquiétante
puisque l'Arctique se réchauffe 4 fois plus vite que la moyenne mondiale en termes de température de surface. Et nous avons franchi la température de 38 degrés en 2020, au-delà du cercle arctique. 38 degrés au-delà du cercle arctique. Je ne sais pas si ces chiffres font tilt dans votre cerveau, mais ce sont des chiffres qu'on attendait, d'après les premiers modèles, pour la fin du siècle. Ce sont des fluctuations, hein, bien sûr, mais la tendance globale est quand même tout à fait alarmante. L'Arctique se réchauffe 4 fois, non pas 2 fois, non pas 3 fois, comme on le pensait auparavant, mais 4 fois plus vite que la moyenne mondiale. C'est une synthèse publiée dans Nature il y a 2 ans maintenant. Autre fait tout à fait alarmant, autour de la mer de Barents, c'est-à-dire l'une des mers qui côtoie le bel archipel du Svalbard, le réchauffement est encore plus fort car il y a des fluctuations locales. Je ne vais pas détailler ce document, simplement regarder le bâton qui est en rouge, Charles XII, cela dit certainement quelque chose à celles et ceux qui étaient passagères ou passagers sur les croisières au Svalbard. L'île de Charles XII, c'est cette île qui est située tout au nord de l'archipel. Eh bien, autour de Charles XII, la température, lors des 4 dernières décennies, a évolué à la hausse 12 fois plus vite que la moyenne mondiale. Non pas 2 ou 3 ou 4, 12 fois plus vite. Ainsi, certaines régions de l'Arctique se réchauffent localement, hein, jusqu'à 12 fois plus vite que la moyenne mondiale, et cela est lié à des mesures, c'est lié à des mâts météo que vous avez peut-être vu d'ailleurs lors de ces voyages, et non pas à des modèles ou à des spéculations. Donc, oui, la nature nous parle, mais le genre humain ne l'écoute pas, écrivait Victor Hugo, déjà au XIXe siècle. De même, pour ceux qui douteraient du recul des glaciers, il existe des bases de données où vous trouverez des comparatifs incontestables entre des photographies prises en 1936 dans les différents glaciers du Svalbard et puis des photographies prises en 2009 avec le même angle. Et effectivement, les glaciers du Svalbard, ce n'est pas une surprise, reculent comme 95% des glaciers mondiaux. C'est réel également, l'épaisseur des glaciers diminue et je vais passer un certain nombre de courbes. Je les ai mises pour celles et ceux qui voudront accéder au support et qui voudront en savoir un peu plus, mais je vais insister sur les messages. Les glaciers voient leur épaisseur diminuer de manière drastique. La masse, je ne parle plus de l'épaisseur, je parle de la masse des calottes polaires d'Antarctique de l'Ouest, de la péninsule antarctique et du Groenland diminue assez tragiquement. La vitesse de disparition des plateformes glaciaires en Antarctique est également en diminution, au moins pour certaines plateformes, comme la plateforme située ici en haut, la plateforme de Ronne. Toujours dans les mesures, hein, l'épaisseur de la banquise est en forte diminution au cours des dernières années. Toujours dans le réel, on le sait moins, mais le climat concerne aussi l'océan. Les scientifiques sont très intrigués à l'heure actuelle par le réchauffement de l'océan de l'Atlantique Nord, qui en 2023 était beaucoup plus haut que prévu, mais aussi plus haut que ce que les modèles avaient pu anticiper. Il y a eu un océan très chaud, trop chaud, et cela, finalement, reste assez alarmant. Les continents se réchauffent plus vite que les océans, mais les océans se réchauffent également. 2003 est d'ores et déjà l'année la plus chaude enregistrée depuis le début de l'histoire humaine, hein, si on fait la moyenne de l'ensemble des mesures de température de surface. C'est bien du réel. Et on va s'arrêter un instant sur ce chiffre, si vous le voulez bien. Plus 1,41 degré pour 2023. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Si l'on compare la température moyenne qu'il aura fait durant l'année 2023 sur la totalité de l'année, et si on la compare à la température pré-industrielle, c'est-à-dire avant 1880, eh bien, on a une anomalie positive de 1,41 degré. Ce chiffre interpelle car les objectifs des accords de Paris, rappelez-vous, en 2015-16, les objectifs étaient de ne jamais dépasser le seuil de 1,5 degré à la fin du siècle. Là, attention, il faut bien savoir de quoi nous parlons. Nous parlons d'une année exceptionnellement chaude, mais qui est proche des objectifs que les États s'étaient fixés il y a à peine 7 ou 8 ans. Rien ne dit qu'en 2024, la température va être aussi forte, hein. Il faut voir les tendances à long terme, mais néanmoins, symboliquement, c'est tout à fait alarmant.
Oui, il est également réel que au cours des années passées, au cours de la décennie passée, eh bien, nous avons pris de plein fouet, nous les scientifiques, nous avons pris de plein fouet la réalisation du changement global, ses conséquences directes sur les espèces. Je prends quelques exemples. En 2014, en Terra Delhi, pour la première fois, de la pluie est tombée plutôt que de la neige, et le succès de reproducteurs des manchots à Delhi à cette époque était de 0%. Les poussins sont morts. Ils ont été imbibés d'eau par la pluie, puis à nouveau congelés par le retour des températures normales. Ils sont morts dans leur gangue de glace. Nous avons, vous savez, peut-être qu'en 2016 a eu lieu le premier déplacement de village suite au réchauffement climatique en Alaska. Vous savez maintenant que les maisons penchent, qu'un aéroport a été reconstruit au Groenland. Vous avez peut-être entendu parler de ce cas en 2016 en Sibérie. Le premier enfant a décédé d'une bactérie suite à une épidémie d'anthrax, suite à la fonte du pergélisol. Tout ceci est hélas fort réel. En Louisiane, en 2016, les premiers réfugiés climatiques ont dû quitter leur maison qui était à fleur d'eau. Vous avez vécu certainement le pic de chaleur, ce record historique, 46,0 degrés, non loin de Montpellier en 2019. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de ce dôme de chaleur, mais qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre dans la communauté scientifique. En 2022, les températures sur l'Antarctique étaient 40 degrés supérieures au normal de saison. Non pas 4 degrés, hein, mais 40 degrés supérieurs au normal de saison. C'est ce qu'on appelle un dôme de chaleur. Je ne rentre pas dans les détails, mais tout ceci est assez illustratif du fait que les événements extrêmes sont de plus en plus fréquents, ce qui est conforme au modèle par ailleurs. Vous avez vu ces images des banquises qui fondent de manière drastique au Groenland. Vous avez vu ces incendies massifs qui ont provoqué les premières migrations animales connues par l'espèce humaine en lien avec le réchauffement climatique. Et en 2021, vous avez sans doute été attristé par le premier incendie climatique ayant détruit un village. Tout ceci, c'est la réalisation d'une catastrophe civilisationnelle qui malheureusement était prévue. Vous avez bien sûr souffert de ces images des premiers grands incendies transcontinentaux simultanés sur plusieurs continents. C'était cet été, en 2023. Et puis, ces malheureuses images montrent que les fumées et les suies qui sont portées par ces incendies vont amplifier le réchauffement en retenant davantage de rayonnement infrarouge. Donc tout ceci est assez frappant. Mais en un sens, nous vivons un moment historique et il ne faut pas n'y voir qu'un aspect très négatif. Il faut aussi prendre conscience que nous sommes les spectateurs d'une part importante de l'histoire humaine et j'espère qu'on pourra aussi en devenir des acteurs. Voilà, New York construit un mur, ça n'est pas un fantasme, il est réalisé, ce mur, un mur contre la montée des eaux, voilà où on en est, on est dans un siècle de crise civilisationnelle. En 2022, toujours dans le domaine des observations, cette surprise, pour la première fois, des colonies de manchots empereurs sont passées à l'eau, pour le dire simplement. C'est-à-dire que des colonies de ces oiseaux qui nichent et qui élèvent leurs poussins sur la banquise se sont retrouvés dans l'eau simplement parce que la dislocation de la banquise était trop précoce. Voilà. Donc oui, le réchauffement climatique a des impacts directs sur les espèces. Je prends un autre exemple qui est plus proche de chez vous. Vous connaissez toutes et tous les Edelweiss. Eh bien, en montagne, ces Edelweiss sont en recul parce que les températures montent et que cela fait venir des plantes qui sont plus adaptées à ces températures élevées et que cela pose une trop grande concurrence pour ces plantes d'altitude. Donc oui, il y a des effets partout. Je pourrais aussi parler d'autres espèces telles que c'est rock ptarmigan en anglais, en français lagopède alpin. Voilà, le lagopède alpin que l'on trouve au Svalbard également. Lui aussi souffre de la fonte des neiges trop précoce et il se retrouve tout blanc dans les Alpes à une époque où le sol est déjà marron, ce qui pose un problème de camouflage. Je vous renvoie également à cet article, on va dire, symptomatique de la situation, Climat, l'été du basculement mondial. C'est une excellente synthèse qui rappelle aux lectrices et aux lecteurs la litanie des événements désespérants qui ont frappé les mois de juin, juillet, août dans l'hémisphère nord avec ces incendies et bien sûr ces pluies diluviennes en d'autres endroits. Voilà, donc nous y sommes.
Jean-Marc Jancovici écrivait il y a quelques années dans Le Monde sans fin: j'entendais parler du réchauffement climatique depuis longtemps. Je me réfugiais derrière une échéance lointaine. Effectivement, ça devient réel. Et pour les scientifiques, c'est intéressant au sens où ce qui était de l'ordre de la prédiction se réalise sous nos yeux. Voilà quelques messages clés pour cette première sous-partie. Nous allons retenir que les changements globaux sont incontestables, que le niveau des océans a augmenté de plus de 20 cm par rapport à l'ère pré-industrielle, par rapport au 19e siècle, que la température moyenne mondiale de surface a augmenté de 1,1 à 1,2 degrés depuis l'ère pré-industrielle, et que la majorité des glaciers reculent avec des flux actuels qui sont chiffrés autour de 300 milliards de tonnes par an, et ce recul s'accélère. Voilà pour cette première phase, on va dire. Nous avons évoqué des mesures, des observations, et je voudrais essayer de vous expliquer quel est le modèle qui est derrière le réchauffement climatique ou le changement global, le modèle du forçage radiatif. Car je suis convaincu que vous n'êtes pas toutes et tous familiers avec le mécanisme de l'effet de serre. Alors, je vous entends déjà dire, on va encore nous parler de l'effet de serre, on n'en peut plus, mais vous allez voir qu'il y a quelques enseignements historiques qui sont non dénués d'intérêt. Alors, allons-y pour l'effet de serre, si vous préférez, ou le forçage radiatif. Remontons au 19e siècle. Au 19e siècle, vous savez, la science est très masculine, mais malgré tout, une certaine Eunice Foote, en 1856, fait paraître un petit article d'une page et demie dans laquelle elle fait des expériences tout à fait instructives. Elle a pris une cloche, de l'air, un thermomètre, et elle constate que la température monte si on attend. Cela s'appelle l'effet de serre et c'est tout à fait naturel. Par ailleurs, cela avait été découvert par un Français, M. de Saussure, un siècle auparavant. Mais Eunice Foote va plus loin et s'interroge sur qu'est-ce qui, dans l'air, qu'est-ce qui, dans l'atmosphère, provoque ce réchauffement de température. Et en testant différents composés chimiques, elle s'aperçoit que lorsque l'on met uniquement du dioxyde de carbone sous cette cloche, eh bien la température monte beaucoup plus vite. Elle a découvert un gaz à effet de serre. Nous sommes au 19e siècle. Et elle va écrire dans ce petit article cette phrase intéressante qui a échappé à l'époque qui a échappé à l'attention. Une atmosphère de ce gaz, l'acide carbonique ou dioxyde de carbone ou CO2, une atmosphère de ce gaz donnerait à notre planète une température élevée. Autrement dit, elle a fait indirectement une prédiction du réchauffement climatique. Alors, comment ça fonctionne? C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Je vais simplifier. Le Soleil éclaire la surface de la Terre, les rayons traversent l'atmosphère, c'est la flèche jaune. Comme tout corps chauffé, la Terre rayonne à son tour. Si vous chauffez un métal au rouge et que vous l'enlevez des flammes, il va continuer à rayonner, il se rééquilibre en émettant des rayonnements. Votre Terre, votre planète émet des rayonnements infrarouges. Ceci est naturel. Il se trouve que ces rayonnements infrarouges vont pour partie dans l'espace, mais pour autre partie sont retenus de manière naturelle par du dioxyde de carbone et d'autres gaz, CH4, mais simplifions. Le dioxyde de carbone a la propriété de piéger ces rayonnements infrarouges et de chauffer, puisqu'une molécule qui piège un rayonnement va chauffer. Plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, eh bien, plus le piégeage est important et plus la température de l'atmosphère chauffe. Alors, si vous me suivez, vous avez compris que, en présence de dioxyde de carbone, l'atmosphère chauffe. Si l'atmosphère chauffe, elle va chauffer la surface. C'est comme une couverture isolante. Les molécules rouges que vous voyez sur cette image vont réémettre des rayonnements infrarouges, car ils sont chauds, et ces rayonnements vont éclairer, donc réchauffer la surface. C'est un petit peu compliqué, mais vous allez simplement retenir l'image d'une couverture isolante. Plus on met de CO2, plus cela isole l'atmosphère de l'espace en retenant les infrarouges qui sont eux-mêmes issus de l'éclairement solaire. Voilà, si nous mettons trop de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, eh bien, vous allez forcer la température à augmenter. C'est ce que l'on appelle le forçage radiatif. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Remontons encore dans le temps. Un mathématicien français du nom de Joseph Fourier
avait écrit ceci. J'ai retrouvé l'archive dans les archives en ligne qui sont aujourd'hui disponibles. Les mouvements de l'air et des eaux, l'étendue des mers, l'élévation et la forme du sol, les effets de l'industrie humaine, les effets de l'industrie humaine et tous les changements accidentels de la surface terrestre modifient les températures dans chaque climat. Nous sommes en 1824, mon arrière-grand-père venait de naître. J'ai gardé cette page de journal pour la partie, on va dire, la cerise sur le gâteau de cette approche historique. Eh bien, en octobre 1902, dans ce journal local des États-Unis, il y a à la dernière page une petite annonce, on va dire ça comme cela, une petite annonce qui se trouve à côté d'un autre article qui précise la bonne température du four pour faire cuire votre gâteau. C'est vraiment une page qui est dédiée à des informations portant sur tout sujet. Et bien, en rouge, il y a cet article que je vais vous traduire. Nous sommes donc au tout début du XXe siècle. Alors, l'article s'intitule « Hint to Coal Consumers », c'est-à-dire « Conseil aux consommateurs de charbon ». Je traduis. Un professeur suédois, Svante Arrhenius, a développé une nouvelle théorie de l'extinction de l'espèce humaine. Il prétend que la combustion du charbon par l'homme civilisé réchauffe graduellement l'atmosphère, si bien que dans un certain temps, la Terre sera à ébullition, sera portée à ébullition. Est-ce que ce terme d'ébullition fait écho? Oui, peut-être. Il a été question de ce mot dans les médias, l'ébullition, lors de l'été 2023, et cela fut prononcé également par le secrétaire général de l'ONU. Bon, derrière, à côté, il y a dans ce même journal la recette du bouillon en gelée, qui est très intéressante. C'est toujours la même chose. On lit, mais on ne regarde pas. La story arrive, mais on ne le regarde pas. Voilà, je vous renvoie au film Don't Look Up. J'essaye d'insister sur cette formalisation du réchauffement climatique. Il a été fait par Svante Arrhenius, qui n'est pas n'importe qui, c'est un prix Nobel. Il a été fait en 1896 à partir d'équations qui sont extrêmement simples. Un bon lycéen pourrait les faire, un bon collégien pourrait les comprendre. Simplement, vous mettez plus de CO2 dans l'atmosphère, ça capte de la chaleur, la température du système monte. La Terre est un système physique, c'est aussi simple que ça. Alors, c'est bien dommage que nous n'ayons pas prêté attention à ces prédictions, car en 1896, les courbes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère étaient encore basses. Autrement dit, s'il y avait une réaction à l'époque collective, sociétale, se disant le charbon, ce n'est pas une bonne idée, eh bien peut-être que nous n'en serions pas là. Alors, je vais maintenant vous présenter un document historique qui est très instructif et qui date de 1982. En abscisse, en horizontal, vous avez le temps. Et puis, il y a deux courbes sur ce graphique. La courbe de l'augmentation du dioxyde de carbone, ainsi que la courbe d'augmentation de température. Je vais simplement retenir l'essentiel. En 1982, grâce à un modèle mathématique, une prédiction chiffrée du réchauffement en l'an 2023 a été formalisée. Pour être précis, sur ce modèle, sur cette prédiction faite en 1982, eh bien, en 2023, la température mondiale aurait dû augmenter de 1,1 degré. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé. La température actuellement a augmenté de 1,1 à 1,2 degrés. Autrement dit, dans les années 1980, on connaît déjà les effets des combustibles fossiles sur le climat et les effets qui sont tout simplement dramatiques. Alors, qui est l'auteur de ce document? C'est un scientifique qui s'appelle Roger Cohen, mais ce document n'a pas été rendu public. C'est un document interne d'une entreprise pétrogazière qui s'appelle ExxonMobil et qui n'a pas été rendu public. Aujourd'hui, vous trouverez de nombreux articles à ce sujet. Exxon est convoqué par la justice américaine pour ce déni du réchauffement climatique et pour avoir modélisé de manière assez précise les effets de son exploitation. Une autre phrase historique qui peut-être vous interpellera, c'est celle-ci, et je vais vous la lire. Dans le futur,
si nous continuons notre augmentation exponentielle de l'utilisation des carburants conventionnels, l'essence, le taux de CO2 va augmenter. Alors, notre planète va se réchauffer un peu, et lorsque la température augmentera de quelques degrés sur l'ensemble du globe, il est possible que les calottes glaciaires commencent à fondre et que le niveau des océans commence à monter. Cela ressemble à un texte que nous aurions pu lire aujourd'hui. Cette phrase a été prononcée par un physicien en 1959, c'est Edward Teller, lors d'un discours qui était tenu à l'occasion du centenaire de l'industrie pétrolière américaine, autrement dit devant les grandes entreprises pétrogazières. Alors, je ne jette pas la pierre aux entreprises pétrogazières, mais simplement il faut faire acte de prise de conscience. Oui, nous savions, le monde savait dès le XXe siècle que l'exploitation des énergies fossiles allait conduire à ce que nous observons aujourd'hui. Tout ceci était prévisible. Donc la petite phrase qui a fait le tour du monde, pouvait-on prédire le réchauffement climatique? Plutôt, qui aurait pu prédire le réchauffement climatique? Eh bien finalement, ce physicien, ou encore Eunice Foote, ou encore Joseph Fourier l'avaient déjà prédit. Alors, les messages clés pour cette deuxième sous-partie, je résume, hein. Les mécanismes du réchauffement d'origine anthropique sont bien compris et font consensus dans la communauté scientifique. Les premières prédictions formalisées, mathématiques, du réchauffement datent du 19e siècle. Et je continue, c'est en bas. Les modèles climatiques des années 70-80 se sont avérés redoutablement prédictifs. Les compagnies pétrogazières ont compris et modélisé l'impact de leurs activités dès le milieu du XXe siècle, tout en affirmant le contraire par ailleurs auprès du grand public et auprès des gouvernants, pour pouvoir continuer leurs activités. Par ailleurs, c'est la question du déni climatique et de la justice climatique. Alors, j'aurais bien voulu savoir tout ça. Ça, c'est une photo de moi quand j'avais 14 ans. Je suis né en 1982, à l'époque du modèle dont je vous parlais, et de toute ma scolarité, je n'ai jamais entendu parler de ce qui était déjà prévu, c'est-à-dire le réchauffement climatique. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que à la fin du XXe, début du XXIe, le climato-scepticisme est assez élevé. En l'occurrence, Claude Allègre, qui était ministre de l'Éducation, a écrit dans un livre resté polémique, hein, c'est une imposture que de prétendre que l'on peut prévoir le climat du globe. Il a également qualifié le réchauffement climatique anthropique de mythe et de falsification. Et pour cela, il s'est appuyé sur des courbes qu'il a lui-même falsifiées. Mais en même temps, c'est une bonne nouvelle, parce que la naissance du climato-scepticisme de masse est la preuve que le réchauffement climatique est une réalité, car ce qui est établi est toujours combattu. Et finalement, certes, le climato-scepticisme est extrêmement élevé dans la société actuelle, mais ça n'est pas étonnant, car tout ce qui est sérieux est finalement dénigré. C'est une preuve pour moi du sérieux de la situation. Voilà, bon. Alors, vous entendrez cette petite musique de la part des climato-sceptiques ou de ceux qui doutent. Oui, mais les climats ont toujours varié. Oui, au Crétacé, il faisait plus chaud que maintenant. Il y a déjà eu des ères glaciaires, interglaciaires, cela va se refroidir. Il y a un réchauffement d'origine naturelle. Eh bien, tout ceci est parfaitement exact. Tout ceci est parfaitement exact. Ces assertions sont absolument exactes. Simplement, il ne faut pas comparer des valeurs absolues, il faut comparer des vitesses. Je vous ai mis en illustration la vitesse de la dernière sortie d'un âge glaciaire. Nous sommes entre 20 000, moins 20 000 et moins 10 000 ans. La température monte, c'est une sortie d'âge glaciaire. Et vous voyez que pour prendre 5 degrés, il faut 5 000 ans. Voilà, ça n'a rien à voir avec les vitesses observées actuellement, ce qui a fait dire au GIEC dans son dernier rapport que la vitesse du réchauffement actuel est 10 fois supérieure à la vitesse d'un réchauffement naturel en sortie de période glaciaire et que la part du réchauffement anthropique, cela a été calculé, dans le réchauffement actuel est estimée à plus de 99%. Voilà, donc tout ceci peut évidemment faire objet de débat, mais à l'heure actuelle, dans le consensus scientifique, les hausses observées de la concentration de gaz à effet de serre sont causées par l'activité humaine sans équivoque. C'est ce qu'écrivent les scientifiques du GIEC.
sans équivoque, sans doute possible à l'heure actuelle, l'influence humaine a réchauffé la planète, les océans et les terres. Voilà. Il y a un autre argument auquel on pense moins, qui est un argument fort. En fait, le dioxyde de carbone qui est présent dans l'atmosphère, on peut en retracer l'origine grâce à des signatures chimiques, que l'on appelle des signatures isotopiques. Cela a été fait, et il s'avère que la signature chimique isotopique, le code barre, si vous préférez, du dioxyde de carbone qui est dans l'atmosphère, eh bien, c'est la signature chimique des gisements pétroliers et des gisements de charbon qui ont commencé à être exploités au 19e siècle. Donc, l'origine du CO2 ne peut pas être remise en cause, sauf si on est dogmatique et qu'on refuse la démarche scientifique, ce qui malheureusement est toujours possible. Le GIEC a synthétisé ceci en une phrase. Les activités humaines ont entraîné le réchauffement du climat à un rythme sans précédent au cours des 2000 dernières années. Et puis, vous pouvez tout à fait admettre qu'il y a un réchauffement naturel. Il y a un réchauffement naturel, seulement sa part est négligeable. En vert, vous avez la trajectoire simulée d'un réchauffement naturel à l'heure actuelle, et en orange, la trajectoire simulée d'un réchauffement naturel plus anthropique, et il correspond tout à fait aux mesures. Donc, à mon sens, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'origine anthropique du réchauffement. Alors, je sais que vous êtes impatient d'avoir quelques scénarios. Est-ce que je vais devoir vendre ma maison au bord de mer? Dans quelle région va-t-il falloir installer des panneaux solaires? Bon, écoutez, les prédictions sont pessimistes, vous le savez. Avant d'aller vers ce chapitre sur les prédictions, qui sont hypothétiques par nature, comme toute prédiction, je voudrais quand même signaler que les modèles climatiques, les prédictions climatiques qui ont été faites au début des années 2000 par le GIEC se sont avérées soit réalistes, soit trop optimistes. Je prends cet exemple. Ici, vous avez différents scénarios d'évolution du taux de CO2 au cours du temps, faits par le GIEC dans les années 2000. Eh bien, la courbe noire, vous voyez en bas à gauche, c'est la courbe de l'observation. Autrement dit, ce qui a été prédit a ensuite été observé, et ce qui a été observé est dans le registre des scénarios, les scénarios les plus, soit les scénarios médians, soit les scénarios hauts. Autrement dit, les modèles du GIEC des années 2000 se sont bel et bien réalisés. Alors, j'ai choisi de mettre dans votre support, dans le support que je vous ferai parvenir avec plaisir, quelques courbes de référence qui sont toutes issues d'une source fiable, celle du dernier rapport du GIEC publié en mai 2023 et qui est le fruit du travail de plus de 14 000 publications scientifiques. En ce qui concerne la température, il apparaît inéluctable que le réchauffement soit inférieur à 2 degrés, sauf dans des scénarios trop optimistes. Il apparaît vraisemblable que le réchauffement à la fin du siècle se situera dans une fourchette de plus 2 à plus 4 degrés. Et il n'est pas improbable, sur les scénarios en rouge, que cette température soit plus élevée, jusqu'à 8 degrés, dans les scénarios les plus catastrophistes. En termes de hausse du niveau des mers, ce qui est actuellement prévu, si l'on suit un scénario modéré, c'est plus 50 cm à la fin du siècle. Si l'on suit un scénario pessimiste, on est plutôt autour de 1 mètre. Si on suit des scénarios pessimistes auxquels s'ajouteraient des effets, on va dire, civilisationnels, d'effondrement et vraiment des effets dramatiques, on peut dépasser les 2 mètres à la fin du siècle. Pour le dioxyde de carbone, alors vous allez me dire, ces prédictions, elles sont un petit peu... Elles partent dans tous les sens. C'est normal. Le GIEC ne peut pas prévoir quels seront les efforts des États. Donc, pour les émissions de dioxyde de carbone, soit elles vont baisser, ce n'est pas le cas actuellement, malgré les accords de Paris, soit elles vont monter modérément, puis baisser, soit elles vont continuer à monter. Ça n'est pas du ressort des scientifiques, c'est du ressort des États, c'est-à-dire de l'action qui est faite. Pour la neige, vous vous en doutez, il est possible qu'à la fin du siècle, il n'y ait plus de neige dans les Alpes, du moins dans certains massifs.
Et je vous laisse le soin de regarder ces différents supports en fait, qui montrent de manière inquiétante que en Arctique, sur un scénario médian, on pourra avoir un réchauffement de l'Arctique qui dépassera facilement les 4, 5, 6, voire 7 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Les précipitations augmenteront, les risques d'incendie vont augmenter de manière dramatique. J'ai choisi cette prédiction car elle fait écho à l'actualité. Il s'agit de la prédiction des changements de la fréquence des événements de submersion marine jusqu'à la fin du siècle dans un scénario, on va dire, pessimiste. Eh bien, en Bretagne, la fréquence des événements de subversion pourra être multipliée jusqu'à plus de 500 fois si rien n'est fait pour enrayer le réchauffement climatique. Si tout est fait pour enrayer le réchauffement climatique, la fréquence n'augmenterait que de 10 à 50 fois, ce qui est déjà inquiétant. La banquise arctique est amenée à régresser, du moins la banquise estivale, et dans les pires scénarios, des conditions où l'Arctique serait totalement libre de glace en septembre sont tout à fait envisageables dès 2050. Dans des scénarios optimistes, il resterait à la fin du siècle quelques poches résiduelles de banquise arctique. Voilà, je ne m'attarde pas, je vais au message clé. Ce que vous pouvez retenir des prédictions qui sont faites, c'est que le réchauffement planétaire supérieur à 2 degrés en 2100 semble inéluctable, 4 degrés c'est possible, que la hausse du niveau des mers supérieure à 50 cm c'est très probable, supérieur à 1 mètre c'est possible, que les modèles prédictifs antérieurs se sont avérés trop optimistes, que l'Antarctique, que l'on a longtemps cru épargné, est également impacté, la preuve avec le sommet qui se tient demain à ce sujet, que d'après les projections, les événements extrêmes sévères seront de plus en plus fréquents, nous le vivons en 2023 en particulier, que le réchauffement dans les pôles a été revu à la hausse et que de nouveaux mécanismes d'amplification ont été découverts, par exemple le phénomène des suies qui se déposent sur les glaces et qui va encore diminuer l'albédo des calottes. Alors, j'en ai encore pour 4 minutes, 4-5 minutes, sur la partie la moins pessimiste, on va dire, la plus utile peut-être. Que faire? Les changements globaux, que pouvons-nous faire? Il faut bien distinguer les actions individuelles, c'est vous, c'est moi, et les actions collectives et systémiques, les actions du groupe humain, mais aussi des décideurs, des institutions, des États. Je vais commencer par les actions collectives et systémiques, car à mon sens, elles sont les plus susceptibles d'enrayer réellement et efficacement le réchauffement planétaire, les changements globaux. Alors, la réponse est très simple. Il y a trop de CO2 dans l'atmosphère. C'est la cause directe du réchauffement global. Eh bien, si vous réduisez le taux de CO2, la température cessera d'augmenter. C'est un système physique dont les équations tiennent sur une ligne, sur une demi-ligne. D'accord? Donc, il suffit de décarboner l'économie. Bon, vous allez me dire, il suffit de décarboner l'économie, c'est impossible, la croissance. Eh bien, cela a déjà été fait au cours du Covid-19. C'est une expérience à l'échelle planétaire. Au cours de 2019, en quelques semaines, de manière drastique, les émissions de CO2 ont diminué. Donc, techniquement, c'est faisable. C'est faisable. Et cela peut se mesurer. Bon, évidemment, c'était dans le contexte d'une pandémie. Le message central, il est à l'échelle globale, hein, celui-ci. Il est celui du secrétaire général de l'ONU. Il faut laisser le pétrole, le charbon, le gaz dans le sol, là où ils doivent être, et stimuler massivement les investissements dans les énergies renouvelables. Au passage, hein, ce message de laisser le charbon là où il doit être, c'est le même message que notre Svante Arrhenius, en 1896, avait formulé dans son conseil aux consommateurs de charbon. Vous trouverez dans le 6e rapport du GIEC, dont je laisse le lien, un résumé pour les décideurs que je vous incite vraiment à lire et qui donne, pour les décideurs, un panel de solutions accessibles, notamment, bien sûr, le mix énergétique renouvelable, dont je ne vais pas détailler les chiffres. Je voudrais plutôt raisonner en contrecarrant des idées reçues. La première, que l'on trouve dans l'inconscient collectif, le premier problème, ce sont les transports. Eh bien non. Dans ce camembert,
vous avez les différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone, d'émissions directes de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. La première cause, c'est l'exploitation de l'énergie. Et dans cette exploitation de l'énergie, je vais simplifier, la première cause, c'est l'industrie, 24%. La deuxième cause, ce sont les bâtiments, la vie dans les bâtiments, 17%. Les transports jouent une part importante, 16%, mais non, ce n'est pas la première cause de réchauffement climatique, du moins d'émissions de gaz à effet de serre. Dans les transports, l'aviation représente jusqu'à 2-3% selon les études des gaz à effet de serre qui sont émis annuellement. Les transports routiers, 12%, le train, 0,4-0,5%, le bateau, moins de 2%. Donc non, les transports ne sont pas la première cause d'émissions des gaz à effet de serre. À l'échelle mondiale, ils ne représentent que 3,6% des émissions directes de gaz à effet de serre. Je ne vais pas vous faire tout le camembert, car il est tard, mais je vais comparer la part des transports, avions et bateaux, à une autre part qui est celle des fuites. Alors, vous allez me dire, quelles fuites? Eh bien, tout simplement les fuites dans les oléoducs, dans les gazoducs, et les fuites liées à l'extraction des énergies fossiles. Alors, jusqu'en 2010-2015, on ne le savait pas vraiment, parce que ça n'était pas visible. Mais vous trouverez des publications qui datent de 2019, 2020, 2021, 2022, qui, grâce à de nouveaux capteurs déployés par la NASA, permettent de détecter, de quantifier des fuites de méthane, notamment à l'échelle planétaire, et de constater que effectivement, il y a un problème massif de fuite. Alors, ça paraît presque kafkaïen de parler juste de fuite dans les tuyaux. Alors, c'est absolument fascinant, quand on découvre ces études, de constater que de simples fuites dans des joints, dans des tuyaux ou lors de l'extraction, sont responsables de quantités colossales de gaz à effet de serre. Les calculs faits par les scientifiques qui ont fait ces études démontrent que les simples fuites dont je vous parle, cela représente 20 millions de voitures qui circulent pendant un an, et c'est supérieur à la totalité des avions et des bateaux qui circulent pendant un an. Je dis bien la totalité des 30 millions de vols et des 14 000 et 20 000 bateaux qui passent respectivement par les canaux de Panama et de Suez chaque année. Tout ceci est inférieur à l'extraction de ces compagnies pétrogazières. Donc, si vous fermez les tuyaux, vous gagnerez 6% des émissions de gaz à effet de serre. Je généralise, j'essaye de prendre un peu de recul. Je pose la question qui est ouverte. D'un point de vue systémique, est-ce qu'il n'est pas temps de normer l'exploitation pétrogazière par des actions contraignantes courageuses, c'est-à-dire d'imposer aux compagnies pétrogazières de cesser de laisser fuir leurs tuyaux, pour faire court, d'interdire les purges, car il y a des purges volontaires où du méthane s'échappe dans l'atmosphère? Est-ce qu'il n'est pas temps d'avoir des actions contraignantes, tout simplement en interdisant l'ouverture de nouvelles exploitations pétrogazières, puisqu'elles sont à l'origine du réchauffement climatique et elles en sont à l'origine directe? Actuellement, on parle beaucoup des mégabombes. C'est un terme médiatique, mais qui est intéressant. Il y a dans le monde 484 projets de nouvelles exploitations pétrogazières qui, à eux seuls, s'ils étaient mis en œuvre, certains sont déjà en construction, rendraient totalement impossible, malheureusement, le respect des accords de Paris. Quelques actions individuelles. On va terminer sur un message d'espoir. Vous pouvez agir assez fortement sur le réchauffement climatique. Déjà, vous pouvez agir en combattant une idée reçue qui consiste à dire « ce sont les Chinois ». Non. Un chiffre, un Européen aujourd'hui émet plus de gaz à effet de serre par an qu'un Chinois. Certes, les Chinois sont plus nombreux, mais si on ramène la production, les émissions de gaz à effet de serre par habitant, eh bien, excusez-moi, mais vous consommez plus que les pauvres Chinois que l'on pointe du doigt. L'idée reçue numéro 3, je ne peux rien faire de concret. Si vous pouvez faire quelques actions concrètes, je ne parle pas des actions évidentes comme économiser de l'eau, de l'électricité, je parle d'une action qui est celle de la sobriété numérique.
vous ne le savez peut-être pas, mais le digital a une empreinte carbone en France qui est supérieure à l'empreinte carbone de l'aviation, par exemple. À l'échelle mondiale, on est jusqu'à 4, 5, 6% des émissions de gaz à effet de serre. À nouveau, c'est supérieur à l'ensemble des bateaux et des avions qui circulent en un an. Donc la sobriété numérique, c'est un vrai sujet, d'autant que malheureusement, la croissance du secteur numérique est telle que la part du numérique dans les émissions de dioxyde de carbone risque d'exploser, d'atteindre en 2040 d'avoir une croissance de plus de 60%. Pour faire simple, mettez vos appareils en veille, éteignez-les, soyez sobre dans l'utilisation des ressources en ligne. Il y a plein de solutions faciles et qui ont un impact direct. Idée reçue numéro 4, mon action individuelle ne peut pas avoir d'influence à l'échelle mondiale. Je vais prendre un exemple. Il y a une action individuelle que vous pouvez faire qui est courte, qui prend, je dirais, une feuille de papier et environ 20 minutes de travail. Cette action est la suivante. Vous trouverez dans différents documents officiels l'empreinte carbone des Français, où on vous explique effectivement, bon, vous transportez trop, que votre logement est une passoire thermique, que vous consommez mal, etc., etc. Mais vous ne savez peut-être pas que la première source de gaz à effet de serre qui vient de vous n'est pas dans cette empreinte carbone. La première source de gaz à effet de serre que vous émettez sans le savoir, elle est dans ce que vous financez. Les grandes banques françaises continuent à financer à l'heure actuelle les projets pétrogaziers parce que ce sont des valeurs sûres, il y a moins de risques, et on parle d'un budget qui est supérieur au budget total de la France. C'est-à-dire que vos comptes en banque financent directement des projets pétrogaziers qui directement émettent du dioxyde de carbone. Vous pouvez tout simplement changer de banque et choisir une banque qui n'investit pas dans les énergies fossiles. Ces banques existent, mais elles ont du mal à se faire connaître. Donc, actuellement, la transition énergétique, elle existe, disons, dans les mœurs, mais elle n'existe pas encore dans le secteur bancaire, ou du moins elle est très insuffisante. Je prends un exemple, peu importe la banque, c'est pour toutes les banques le même problème. Pour au Crédit Agricole, par exemple, 75% des investissements énergétiques se font dans le secteur fossile contre 20% dans le renouvelable. Alors même qu'on nous impose de porter un pull et de baisser la température d'1 degré, je pense qu'il y a des actions simples. Vous pouvez tout simplement agir en vous orientant vers des banques qui ne financent pas les auteurs des premiers responsables du réchauffement climatique, c'est-à-dire les entreprises pétro-gazières. Voilà, en conclusion, il faut effectivement décarboner l'économie. Et pour reprendre des propos de Jean-Marc Jancovici, la neutralité carbone dans tous les scénarios qui sont à notre disposition passe par une même exigence, certes la sobriété, mais surtout la décarbonation de l'économie via des politiques vigoureuses, courageuses et contraignantes, notamment auprès des acteurs qui émettent du dioxyde de carbone. Voilà, je vous remercie. Je termine par 2 citations. Allez, 2 pour le prix d'une. La première, c'est celle de M. Monod, Théodore Monod, scientifique français du Muséum. Il disait, voilà, toute civilisation se construit, toute vraie civilisation se construit sur des ruptures. Et notre seul espoir, c'est qu'effectivement, la décarbonation soit effective dans les années et décennies qui viennent, car c'est cette seule rupture qui nous conduira à trouver des solutions. Merci beaucoup, et puis nous nous tenons à disposition pour reprendre quelques questions actuellement. Merci. Vous vouliez peut-être dire un mot. Oui, je n'ai pas entendu. Non, alors, merci beaucoup, Vincent, pour cette présentation très riche. Alors, on n'a pas beaucoup de questions. Je pense que tout ça a été assez clair. Il y en a somme toute une qui me paraît assez intéressante. On va juste répondre à celle-là. On s'est un petit peu étendu et on passera à la fin de l'événement juste après. Mais on a une question sur les aurores boréales, justement, qui sont présentes en Europe de nos jours, en ce moment même, et qu'on voit beaucoup dans les médias. Et est-ce que donc ces aurores boréales qu'on peut apercevoir en Europe aujourd'hui sont dues au réchauffement climatique et sont vraiment des aurores boréales?
Alors, je peux répondre simplement non, absolument pas. Les aurores boréales sont vraiment un phénomène tout à fait naturel, sans aucun lien avec le réchauffement climatique. Il n'y a pas d'interaction entre le vent solaire et le dioxyde de carbone. En revanche, il est vrai qu'on voit des aurores boréales très fréquemment depuis l'an dernier. C'est tout à fait normal, puisque le cycle solaire, c'est-à-dire l'activité solaire qui est responsable de ces aurores boréales, est actuellement en phase montante. Pour simplifier, l'activité solaire est très forte. Elle va continuer à augmenter jusqu'en 2025-2026. Il y a une cyclicité tous les 11 ans. Et effectivement, le fait de voir ces aurores est tout à fait naturel. Et c'est un très, très beau spectacle qui, on va dire, nous permet d'oublier un petit peu ces aspects très angoissants que je vous ai présentés. Mais heureusement, et bien heureusement, ça n'a pas de rapport avec la pollution. Ça se joue dans la ionosphère. C'est bien au-delà c'est la couche supérieure de l'atmosphère. Et c'est tout à fait naturel. Merci Vincent pour cette réponse très claire. Je pense que ça a répondu à la question qui a été posée. Merci encore une fois pour cette présentation riche. Il était important pour Grands Espaces de faire ce webinaire. C'est vrai que c'est un thème qu'on aborde souvent à bord. Il est important de promouvoir pour nous, auprès de nos passagers et passagères, la conscientisation écologique. Mais aujourd'hui, il était important de le faire de manière plus globale à travers cette conférence en ligne. Il faut savoir que Grands Espaces s'investit déjà activement dans des projets de décarbonation avec des projets innovants qui sont en cours et dont nous vous parlerons très prochainement avec de prochaines annonces. On en a déjà parlé quelques fois. Je pense qu'on va peut-être mettre fin à cette présentation s'il n'y a pas d'autres questions. J'ai l'impression que tout a été très clair. Est-ce que peut-être, Christian, vous voulez dire un mot pour conclure cette conférence ? D'abord, merci à tout le monde de participer. Encore une fois, il y a maintenant bien des temps, il y a plus de 25 ans, j'ai créé cette compagnie. Et vous savez, dans une société, il y a toujours, là je parle vraiment en termes d'entrepreneurs et de dirigeants, le sang de l'entreprise, c'est l'argent, c'est clair et net. Bon. Mais d'un autre côté, je dirais le cerveau, c'est l'équipe, le dirigeant et son équipe. Mais le cœur, il y a aussi un cœur dans une entreprise. Et le cœur de Grands Espaces, c'est la conservation de l'environnement, c'est la protection de la nature. Donc comptez sur nous pour être toujours le moins polluant possible, pour faire en sorte en revanche qu'on puisse au travers des voyages toujours être de plus en plus et en permanence ouvert sur l'autre, ouvert justement sur les aspects de protection de la nature. Et puis enfin ce cœur, c'est aussi un cœur de partage, je viens de vous le dire, mais un cœur pleinement ouvert sur la nature, l'environnement. C'est pour ça qu'on sera toujours pionnier et Laureline vient de vous le dire, on aura l'occasion dans les mois à venir de parler de bateaux, de parler de déplacements et de parler de voyages de plus en plus originaux, mais de plus en plus intéressants aussi. Merci beaucoup. Donc, merci à tous d'avoir participé à cette conférence. Merci à Christian, à Vincent pour cette présentation riche. Comme d'habitude, donc cette conférence sera disponible en replay juste à la fin de l'événement et puis il sera mis en ligne par la suite sur YouTube, également sur notre chaîne YouTube. Merci. Demain, nous vous retrouvons pour une nouvelle conférence à 18h30 sur les morses et les ours. J'espère qu'on vous y retrouvera nombreux. Merci encore. Belle soirée et à très bientôt. Merci, bonne soirée.